Bonsoir. Nous allons commencer ce webinaire avec 30 secondes de retard. Je vais nous en excuser. Nous sommes plusieurs membres de l'équipe engagée au Japon qui sommes candidats pour l'élection consulaire et nous avons la grande chance ce soir d'avoir comme invité le sénateur Yann Chantrel qui nous fait l'honneur de venir présenter son travail en tant que co-rapporteur d'une commission d'une mission d'information sur l'enseignement français à l'étranger. Et Yann Chantrel est aussi, de façon générale, spécialisé dans les questions d'éducation, de par la commission dont il est vice-président. Et donc, nous allons lui laisser d'abord la parole pour présenter son travail actuel et les enjeux actuels. Avant cela, les membres de la liste qui sont présents aujourd'hui comme panélistes, je propose de les présenter. Donc, je suis François Roussel et je suis la tête de liste, mais je vais vous présenter euh, alors ce qu'on voit à l'écran, Christelle Le Calvé. Peut-être Bonsoir. Voilà, Christelle Le Calvé, donc colistière et quatrième sur la liste de François Roussel. Florian Rivoal Bonsoir, Florian Rivoal, numéro 5 sur la liste, basé à Kyoto, au Japon depuis plus de 15 ans. et Marie-France Auneau, qu'on ne voit pas mais qui nous entend et qui peut parler. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à réactiver la vidéo, mais bon. Et donc, Marie-France Ono, au Japon depuis très longtemps, et je suis là avec vous ce soir. Et je suis sixième de liste. Merci. Et donc, le principe d'un webinaire, c'est pour qu'il y ait un petit peu pour que tout le monde puisse s'exprimer et que les questions puissent être posées avec ordre. On va vous demander si vous avez des questions. Il y aura des questions-réponses avec les participants, en particulier avec notre sénateur. Mais on va vous demander d'utiliser pour ça le système des questions et réponses. Et nous lisons les questions et réponses et au fur et à mesure, nous les poserons, ou bien si c'est pas au fur et à mesure, c'est quand le moment sera venu, le timing sera bon, nous les poserons et nous y répondrons, ou surtout Yann Chantrel y répondra. Voilà, je ne crois pas avoir oublié quelque chose d'important, et donc je voudrais d'abord remercier Yann Chantrel d'être avec nous ce soir, et je vais te donner la parole. Merci, en tout cas, merci beaucoup François, Florian, Christelle, Marie-France pour l'organisation de ce webinaire et de pouvoir échanger directement avec vous sur ce sujet essentiel qui est l'enseignement français à l'étranger. Effectivement, depuis le mois de mars, je suis co-rapporteur d'une mission d'information sur l'enseignement français à l'étranger au sens large du terme et pour une mission pour définir, faire un bilan aussi de cet enseignement français à l'étranger parce qu'il y a effectivement des problématiques, notamment budgétaires, que je vais évoquer devant vous. Et puis également de faire un tour d'horizon des politiques publiques depuis 10 ans en la matière. Et puis également regarder au sens large, comme je dis, il y a d'autres programmes qui existent, d'autres politiques de coopération ou autres. Donc de le regarder dans sa globalité, pas exclusivement autour de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, même si c'est le navire amiral, que c'est au cœur bien évidemment de notre politique publique d'enseignement français à l'étranger. Donc le but, c'est que des propositions soient sur la table, voire des modifications législatives, puisque nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous nous autosaisissons et nous avons la possibilité également d'aller de l'avant. D'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet, nous comptons remettre notre rapport avec tout un tas de dispositions, de préconisations à mettre en place le plus vite possible. Alors pourquoi est née cette mission? Bah déjà, ça fait un petit moment, ça date pas d'aujourd'hui, qu'il y a certaines difficultés concernant plusieurs paramètres concernant l'Agence de l'enseignement français de l'étranger. Alors, si on revient un peu en arrière pour essayer de comprendre le gros du sujet, il y a plusieurs éléments qui la mettent en difficulté actuellement. Alors déjà, le plus dur, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises lors du CA de l'agence au mois de décembre dernier, qui se cite à juste titre, puisque moi-même je m'y suis opposé, des réactions assez fortes, puisqu'elles font qu'il y a des augmentations assez fortes des frais de scolarité qui sont corrélées aux décisions qui ont été prises au mois de décembre dernier et applicables pour une partie d'entre elles depuis le 1er janvier, donc qui a créé une stupeur justifiée.
et donc qui a suscité encore plus la nécessité d'aller de l'avant sur une mission pour faire vraiment un état des lieux beaucoup plus complet. Donc, pour vous donner un petit retour en arrière, d'où peuvent venir toutes ces difficultés, il y a plusieurs enjeux. Alors, déjà, la particularité de notre réseau, parce que c'est une particularité par rapport aux autres réseaux qui peuvent être éventuellement concurrents, les autres offres éducatives, c'est que nous, nos spécificités, c'est qu'il y a dans la mission même de l'AFE, l'accueil de nos ressortissants, bien évidemment, une volonté de mixité sociale à travers les bourses scolaires, sujet à part entière aussi qui est insatisfaisant, mais je reviendrai dessus, il a le mérite d'exister, même s'il n'est pas satisfaisant. Et il y a aussi une politique de coopération, d'influence éducative à destination également des ressortissants des autres pays, dans les pays dans lesquels nous sommes, mais également des ressortissants de différents pays qui sont dans nos établissements. Et pour ce faire, c'est une des spécificités françaises, nous votons chaque année au Parlement un budget dont une partie pour les Français de l'étranger à destination justement de la subvention publique de l'Agence de l'enseignement français de l'étranger et également pour abonder les bourses scolaires pour pouvoir atteindre cet objectif et qui est censé aussi permettre des frais de scolarité moindres, d'avoir une subvention publique. C'est l'objectif également de permettre une meilleure accessibilité en termes de coûts et de tarifs. Alors, on est dans une difficulté particulière qu'on peut faire remonter déjà en 2017-2018 pour certains aspects, puisque le président de la République, dès qu'il est arrivé, a diminué le budget de l'agence de 33 millions d'euros à l'été 2017 et lui a assigné l'année d'après un objectif de doublement du nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'en 2018, nous en avions 350 000 en tout dans notre réseau et le président a fixé un cap à l'horizon 2030 d'atteindre 700 000 élèves dans notre réseau éducatif français à l'étranger. Alors sur le papier, je pense que personne n'était opposé sur le fait qu'il y ait plus d'élèves dans notre réseau et que ça puisse accueillir d'ailleurs un plus grand nombre de nos ressortissants. Sauf que le modèle que je vous ai décrit est mis en difficulté à partir du moment où vous lui assignez cet objectif et que vous diminuez la subvention publique plutôt que de l'augmenter, voire de la doubler. Parce que la logique de garder la philosophie que j'ai décrite de baisse de coûts moindres de la scolarité et de la mixité sociale, ça se fait automatiquement à un budget qui double. Sinon, automatiquement, vous allez perdre en mixité sociale en proportion et vous allez automatiquement avoir des établissements qui ne sont moins subventionnés, donc avec des coûts beaucoup plus importants. Et surtout, peut-être en termes d'enseignants, parce que ça, c'est l'autre partie, il y a une subvention publique, il y a aussi un financement de notre pays via les enseignants qu'ils détachent du ministère de l'Éducation nationale pour nos établissements, notamment en gestion directe et conventionnée. Puis il y a des détachements directs aussi pour les autres. Et ça, c'est également une participation de la part de notre pays. Et donc, c'est une prise en charge, alors qui est de moins en moins le cas malheureusement, mais il n'y a pas de doublement du nombre d'enseignants détachés également comme objectif de doublement pour permettre l'accroissement également de ce nombre d'élèves. Et je vous explique ça parce qu'automatiquement, ça change, sans l'assumer et le dire, philosophiquement, le réseau, la manière dont on le conçoit, la manière dont il est financé, les statuts, les nouveaux statuts, les nouvelles écoles qui s'ouvrent. C'est souvent des grands groupes financiers qui créent des écoles dites partenaires à but lucratif, mais il y a des partenaires aussi qui sont non lucratifs d'ailleurs. Il y a une galaxie d'établissements partenaires. Et donc, c'est un modèle qui change, mais sans l'assumer et sans le dire. Et donc, on arrive à un point de bascule, notamment parce qu'il y a tout un tas de charges qui sont également sur l'Agence de l'enseignement français de l'étranger, notamment sur les enseignants détachés, qui lui pèsent sur son budget de manière importante et de plus en plus importante. C'est ce qu'on appelle les pensions civiles, pensions de retraite qui sont payés normalement initialement par le ministère de l'Éducation nationale, puisque les enseignants qui sont détachés, à la base, c'est le ministère qui prend en charge le paiement de ces pensions, sauf que depuis 2009, ça n'est plus le cas. Il y a eu un capage, c'est-à-dire qu'au moment où le financement a été déchargé à l'agence, on a donné à peu près 100 à 120 millions d'euros à l'agence pour financer ces pensions, sauf que bien évidemment, dans ce laps de temps, elles ont continué à augmenter, puisqu'il y a les points d'indice pour les fonctionnaires ont augmenté en France, bien évidemment, ça concerne tout le monde. Donc il y a eu une augmentation structurellement de ces pensions civiles à la charge de l'agence, mais qui ne sont pas compensées par l'État. Donc qui fait que sur son budget,
Pour vous donner la compensation, pour vous donner une idée, c'est 450 millions d'euros à peu près ce que nous votons au Parlement comme subvention. Rien que la compensation des pensions civiles, c'est 75 millions. Sur son budget, c'est quand même beaucoup. Alors que ce n'est pas sa mission première, ce n'est pas de payer les pensions des fonctionnaires. Sa mission première, c'est le développement de notre réseau, c'est de permettre son accessibilité. Donc ça grève son budget de manière importante. Et donc, ça n'est pas compensé. Et moi, je souhaite et je milite pour que ça soit compensé à 100% par le ministère de tutelle, qui est celui de l'Éducation nationale. Et donc, suite à ces difficultés financières structurelles, l'agence a pris une décision sans concertation, de manière assez brutale, sans concertation des principaux concernés que sont les parents d'élèves, à travers leurs associations représentatives, même au sein du CA, que ce soit les représentants des enseignants, bien entendu, et puis également sans concertation des parlementaires que nous sommes et qui siégeons aussi en partie, pour une partie d'entre nous, au sein de l'agence. On a été, pour tout vous dire, informés quelques jours avant d'une décision qui était déjà prise sans qu'on ait notre mot à dire. Et on s'est fortement mobilisé, je suis toujours fortement mobilisé contre ces décisions, puisque ça a été, pour vous donner un nom d'idée, c'est que ces pensions civiles que l'Agence de l'enseignement français à l'étranger paye, elle se décharge en fait progressivement auprès des établissements eux-mêmes, dont elle est en charge, qui doivent prendre en charge la pension civile de leurs propres enseignants qui sont détachés par l'éducation nationale dans leurs établissements. Voilà, avec un pourcentage qui augmente entre cette année et l'année prochaine, ce qui automatiquement, pour pouvoir le prendre en charge, nécessite des augmentations de frais de scolarité. Soit des établissements ont des réserves, mais souvent les établissements se font des réserves pas pour le plaisir, c'est souvent pour les biens immobiliers, pour l'aménagement, pour des projets immobiliers sur le long terme. Et donc, des fois, elles sont obligées de prendre sur ces fonds qu'elles ont mis de côté, éventuellement pour des projets structurants. Donc ça pose une grande difficulté parce que l'augmentation des frais de scolarité, ça peut être très variable d'un établissement à l'autre. En moyenne, on dit 400 euros. Certains établissements, c'est plus de 1000 euros tout de suite. Et pour d'autres, c'est un peu moins, dépendamment du nombre de détachés et des réserves éventuellement financières qu'ils ont. Donc ça crée effectivement une crise structurelle, à juste titre, parce que je me mets à la place des familles. Vous vous dites à quelle sauce je vais être mangé demain. On prend une décision, un mois après, on dit bah, vous devez faire ça. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qui va se passer les autres années? Est-ce que ça va continuer? Vers où va-t-on? On a besoin d'un cap et d'une visibilité sur le long terme. Donc nous, on travaille vraiment cette mission pour déjà sortir de l'aspect purement comptable, pour se donner un cap, une vision. Qu'est-ce qu'on souhaite faire de notre enseignement français à l'étranger par rapport à ses fondamentaux? Parce que nous souhaitons toujours défendre ça. Fixer un cap et après, voilà les moyens que ça prend pour l'atteindre. Et ne pas fonctionner à l'envers où on a tendance à fonctionner là de manière exclusivement comptable en ne prenant plus en compte finalement un ensemble d'aspects qui était pourtant originellement dans ce que nous défendons au sein de l'agence, et donc de remettre les choses clairement sur la table en évaluant notamment la politique de doublement. Est-ce qu'elle a été atteinte? Je peux d'ores et déjà vous dire que non, puisque plutôt que 700 000, nous en avons 390 000. Donc il y a eu une augmentation, mais cette augmentation, elle s'est faite à marche forcée euh, à travers des partenaires et a mis quelque part un peu à fragiliser notre réseau parce qu'il n'y a pas eu de financement supplémentaire. Et donc, il faut qu'on puisse évaluer tout ça. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vous donne certaines pistes, je pourrais vous donner certaines pistes ce soir de réflexion, même si l'ensemble des recommandations et propositions seront publiques d'ailleurs, puisque notre rapport sera public, il sera remis fin juin, début juillet, pour que tout le monde ait sur la table les propositions, les analyses budgétaires sur la durée, parce que bien évidemment, nous ne faisons pas uniquement une analyse sur ces dernières années, c'est global. On auditionne même des directeurs et directrices de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger sur les 20 dernières années, les élus, bien évidemment, mais les représentants des familles, des enseignants que nous avons consultés. On fait même des auditions locales, pas uniquement au niveau national, auprès des différents établissements, parce qu'on a trois statuts différents, hein. On a établissement gestion directe, qui sont pilotés directement finalement par l'agence et l'État français. Nous avons ensuite des conventionnés avec lesquels l'établissement signe une convention qui nécessite d'ailleurs une contrepartie à travers notamment les enseignants détachés. Et nous avons un troisième qui est les partenaires, plus la gestion parentale, en grande partie notamment à travers des développements, à travers des entreprises, des grands groupes qui ouvrent un certain nombre d'écoles. Donc il y a cette pluralité aussi
de statut sur lequel il faut aussi qu'on va revenir pour bien l'expliquer, parce que c'est pas toujours très compréhensible, même pour les familles. Et donc voilà les grands éléments. Mais pour tout vous dire, et d'ailleurs, il y a le gouvernement actuellement attend la remise de notre rapport. Alors il y a un autre rapport, il y a une autre mission d'ailleurs qui a lieu en parallèle, qui a été diligentée par le Premier ministre auprès d'une sénatrice d'ailleurs, qui est Madame Casbonne, qui elle-même fait également une mission. Nous, on n'a pas été diligenté par le gouvernement, c'est-à-dire que c'est nous, c'est la commission de la culture qui nous a diligenté. On est 4 rapporteurs, c'est une mission transpartisane. Je pense que sur ces sujets-là, c'est important aussi d'avoir, aussi bien au niveau du diagnostic, qu'il puisse y avoir un diagnostic transpartisan commun, et après d'avoir des recommandations communes. Et le Sénat fonctionne ainsi, et c'est plutôt une bonne chose, pour ensuite nous-mêmes pouvoir déboucher sur des propositions qui, pour le coup, seront transpartisanes et puissent déboucher au niveau législatif, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ce consensus qui partirait du Sénat permettrait justement, à travers cette mission, d'avoir une visibilité et un avenir, surtout pour qu'on puisse revenir assez vite. Et puis le gouvernement lui-même, pour prendre des mesures très rapidement, en revenant notamment sur les décisions qui ont été prises en décembre, parce que pour le coup, c'est un changement de nature et de notre réseau qui n'a pas été arbitré politiquement, pour lequel il n'y a pas de but de vote, aussi bien de nos compatriotes à travers des élections. Il n'y a pas de mandat politique par rapport à des décisions aussi structurelles, en tout cas, nous pensons, et que des changements aussi structurels de la nature même de notre réseau doivent être démocratiquement validés. Et là, il y aura différentes options. L'intérêt, c'est que à travers les 2 missions, il y aura certainement des convergences, mais il peut y avoir des divergences, et ce n'est pas une mauvaise chose. Tout sera sur la table. Différentes visions peuvent être sur la table. Le tout, c'est que chacun sache les visions qui sont offertes et tranche. Et ensuite, on va dans un cap, on va en une direction assumée et on se donne les moyens qui vont avec cette vision pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'assigne. Voilà un petit peu le but et la manière dont on travaille et qu'on réfléchit. Mais l'objectif numéro un, c'est de revenir sur ces mesures qui mettraient fin d'ailleurs immédiatement à une partie de la crise, puisqu'il n'y aurait plus d'enjeu par rapport à l'augmentation des frais de scolarité. Il y a des augmentations de frais de scolarité qui ont lieu déjà par rapport à d'autres aspects. Mais en tout cas, celles qui ont été imposées par l'agence n'auraient plus lieu d'être. Et tout simplement, et je finirai là, puisque la prise en charge à 100% des pensions par le ministère de l'Éducation nationale n'est pas quelque chose qui est impossible, qui est interdit même au niveau législatif ou autre. C'est juste ça a été imposé à l'agence. Et je vous le dis parce que on a eu ce débat lors du dernier débat budgétaire sur les universités qui ont le même problème, où les pensions civiles des enseignants n'étaient pas compensées à 100% et nous l'avons obtenu. Donc c'est possible. C'est juste un choix politique. Et plus globalement, pour être tout à fait honnête, je pense que au niveau du pilotage de l'agence, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas suffisamment impliqué, que ce soit sur la formation et des enseignants, et qui puisse intégrer pleinement justement le dispositif, aussi bien pour s'engager pleinement, aussi bien financièrement, à travers la prise en charge de ces pensionnés, et puis également au niveau de la pédagogie, de la formation de ces enseignants, et pas que de ces enseignants, mais plus globalement des enseignants qui sont dans nos établissements, pour également permettre une continuité de carrière et que ça ne soit pas quelque chose qui est à l'écart et qui est des fois vu comme le ministère de l'Éducation nationale, quelque chose qui est comme un corps étranger à son propre ministère, alors que ça devrait être une continuité aussi bien pour la carrière de nos enseignants que comme outil pédagogique pour les Français qui sont même en France, parce que notre réseau est riche de sa diversité et de son expérimentation, de son expertise, qui est à mon avis sous-exploitée par le ministère de l'Éducation nationale pour nos ressortissants, même qui sont en France. Donc je plaide également pour aller dans ce sens-là. Et si ces décisions sont prises, et elles peuvent l'être très rapidement après le rendu de notre rapport, on aura réglé une partie problématique actuellement du problème, pas tout, mais on aura déjà réglé une bonne part. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de parler parce que mon expérience locale correspond tout à fait à ce que tu viens de décrire. J'ai été pendant 8 ans au conseil d'administration du lycée de Kyoto.
successivement trésorier, secrétaire, trésorier, puis président. D'abord, il faut bien remettre les choses dans son contexte. Travailler avec la l'AEFE, c'est une chance, comme tu le disais au début. L'existence de cette particularité française permet au réseau d'exister. Et fondamentalement, voilà, on se trouve dans un système qui est louable par son existence. Mais la réalité au quotidien fait qu'on se retrouve, par les coupes budgétaires et les effets d'annonce sur le doublement des effectifs, on se retrouve brutalisé en établissement local. C'est déjà très délicat comme équilibre à gérer. Le lycée de Kyoto était fondé par des familles locales qui cherchaient à offrir une éducation à leurs enfants. On a une population d'une mixité sociale très grande. Et depuis le début de l'établissement, on joue dans cet équilibre difficile de maintenir les frais de scolarité le plus bas possible pour que ce soit accessible à tous. Mais le plus bas possible, ça ne veut pas non plus dire zéro, parce qu'il y a bien évidemment des frais de fonctionnement. Et parmi les frais de fonctionnement, il y a bien évidemment le personnel, enseignant et non enseignant, qui ont tout à fait des revendications tout à fait légitimes sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, etc. Donc c'est un équilibre particulièrement délicat. Et les décisions centrales dont tu parlais, par exemple la coût budgétaire de 33 millions, je crois, en 2017-2018, à cette époque-là, ça avait été brutal pour les établissements parce que l'AEFE nous l'avait rappliqué de manière, nous avait transmis leur déficit. Euh, il faut savoir que les établissements conventionnés, comme celui de Kyoto, doivent remonter à l'AEFE un pourcentage de leurs frais de scolarité. Et c'est selon la convention qu'on a, c'est un pourcentage qui est établi d'un commun accord. Le commun accord était que l'AEFE nous avait proposé 6% et on avait dit oui. Et du jour au lendemain, parce que leur budget ne fonctionnait plus, la somme qu'on devait leur remonter était multipliée par 1,5. C'est passé de 6 à 9. Et il a fallu du jour au lendemain compenser les déficits de l'AEFE. Alors, ça a fini par redescendre à 6, mais les coupes budgétaires ou les difficultés budgétaires récentes dont tu parles, c'est un petit peu le même genre d'effet, où on nous dit c'est d'un commun accord, mais la seule manière qu'on pourrait avoir de refuser serait de sortir du réseau, ce qui n'est pas une décision simple à prendre et à prendre à la légère. Donc, on se retrouve voilà, avec un partenaire qui est à la fois essentiel, mais qui, dans ses méthodes et ses approches, au gré des politiques parisiennes, dit un jour, finalement, les subventions, elles n'existent plus, ou les frais qu'il faut nous remonter augmentent. Ou alors, et quand on s'inscrit dans cette démarche-là, il y a des choses qui devraient être positives qui deviennent inquiétantes. Par exemple, le rôle des détachés. Fondamentalement, c'est un appui, c'est un soutien de l'EAFE qui vient nous apporter du personnel à la fois compétent et compensé enfin, rémunéré en partie dans l'AEFE. Mais c'est un petit peu une pilule empoisonnée aussi, quand on sait que c'est aussi une variable d'ajustement où on nous envoie un enseignant ou une enseignante qui est d'abord à un tarif qui est avantageux pour le lycée, mais qui peut être changé du jour au lendemain à l'AEFE en fonction des besoins qu'ils ont. Et donc, quand on nous propose ce genre d'aide, c'est toujours avec une certaine réticence en disant le jour où on le reçoit, oui, mais ça donne quoi derrière? Donc, il y a toujours ces difficultés-là. Et effectivement, l'appel au doublement des effectifs n'était pas fondamentalement orienté sur une recherche de l'accessibilité de l'école aux gens avec des revenus plus limités, aux personnes en situation de handicap, à tous les gens qui auraient dû pouvoir avoir une place et qu'on avait du mal à atteindre. Et c'est plutôt une mission d'influence, une recherche, un embourgeoisement, une recherche d'un certain prestige et d'un certain... euh, oui, voilà, on se détourne un petit peu du public historique qui a bien voulu remonter ses manches et fonder l'école, et pour se dire, bon, bah finalement, si on peut faire une politique d'influence, quitte à en laisser quelques-uns sur le bord de la route, c'est pas grave. Mais en même temps, comme tu le disais, c'est la réalité qu'on perçoit, mais la couleur n'est pas annoncée, c'est pas assumé, ça se découvre au fur et à mesure d'une petite mesure ici, d'une petite évolution par là, et ça rend très difficile la vie aux établissements, non seulement par la réalité des mesures qui sont prises, mais par le manque de lisibilité. La couleur serait annoncée clairement, on pourrait prendre chacun ses responsabilités et puis essayer de définir un cap, mais ça reste dans le flou. Donc au quotidien, on travaille avec l'AFE parce que c'est très bien, parce que ça nous apporte plein de choses, en ayant toujours ce bras de fer, en se disant quel est le prochain tournant où on va avoir une surprise, une coupe budgétaire, un changement de politique qui risquait de malmener la visée des établissements. Et donc voilà, de manière locale, quand j'ai eu la chance d'être aux responsabilités de l'établissement de Kyoto, j'ai tout à fait vécu le genre de situation dont tu parles et qui effectivement s'empire récemment avec les mesures dont tu parlais tout à l'heure. Je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, parce que c'est le retour de terrain que j'ai depuis 5 ans, effectivement,
depuis que je me déplace un peu partout et on voyait venir. Et d'ailleurs, ce que tu as à juste titre dit qu'il y avait 6% de la part des conventionnés, et c'est en grande partie pour la moitié au départ, pour payer les fameuses pensions civiles que j'ai évoquées. Et ça finit par être les 6% complètement pour le payer. Donc, ce qui prouve que, après, quelque part, c'est même presque punir les établissements qui ont des détachés, alors que c'est plutôt gage de qualité. Ça ne devrait pas être vu comme une punition, mais plutôt comme une chose positive. Et je trouve que c'est assez délétère Tout à comme, fait. comme situation. Et je rejoins, parce que pour avoir les nombreux témoignages, et à juste titre, ça crée, comme tu l'as très bien évoqué, un climat anxiogène pour les familles parce qu'elles ne savent pas. Alors, ceux qui dirigent les établissements aussi, hein, les familles qui dirigent les établissements, c'est souvent des conseils parentaux, à travers le fait, bah, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dès demain. Parce qu'il peut y avoir des décisions qui nous tombent sur la tête au-dessus, alors qu'on peut très bien gérer son établissement, avoir une gestion saine de son établissement, mais avoir cette contrainte extérieure qu'on ne maîtrise pas et qui peut avoir des variations tout à fait substantielles, qui ne sont pas Absolument. dans le temps, avec aucune obligation. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver le moyen pour rassurer les familles, surtout, parce que là, il y a un climat oxygène qui peut faire que il y a un échappement de nos établissements, parce qu'il a dit, bah, moi, je ne peux pas me permettre, parce que quand je mets un enfant au début de ma scolarité, j'en ai au moins pour 10 à 15 ans, et donc, il faut que j'ai une visibilité sur le long terme. Parce que si je le mets et que je me dis, mais attendez, si déjà ça augmente dès l'année prochaine autant, qu'est-ce que ça va être dans 3, 4, 5 ans? Je ne le sais pas. Donc, il faut offrir cette visibilité sur le long terme quand on entre et qu'on scolarise son enfant pour faciliter son éducation sur le long terme et qu'il n'y ait pas de rupture dans sa scolarité dans nos établissements. Et ça prend un capage et ça prend aussi une autre manière de fonctionner parce que le budget, pour tout vous dire, l'Agence de l'enseignement français de l'étranger elle-même a un contrat d'orientation et de mission qu'elle fait tous les 3 ans, mais elle fait un contrat d'orientation et de mission avec un budget qui, lui, est annuel et qui peut changer. Donc, elle-même, ses propres missions qu'elle s'assigne ne peuvent ne pas être pertinentes parce que le budget peut varier, alors que on le fait pour la recherche, par exemple. On le fait même pour l'armée, où on a une programmation hein, sur plusieurs années. Et à mon avis, il faut ce type de politique sur le long terme pour s'adresser par rapport aux familles et aux établissements. Il faut des programmations pluriannuelles sur le long terme pour dire voilà dans quel sens on va aller, pour assurer, pour que les établissements aient de la visibilité aussi sur le long terme. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de provisionner si jamais ça change ou autre. Et ça prendrait pluriannuelle en termes d'avoir des plans sur 4, 5 ans et d'avoir des directions peut-être aussi qui durent plus longtemps, qui sont là c'est sur 3, 4 ans, ça pourrait être sur 5, 10 ans, pour avoir une vraie mission qui soit affectée sur une durée, une vision qui puisse être portée sur une durée beaucoup plus longue. Je pense que ça c'est assez fondamental. Et puis là, par rapport aux frais de scolarité, le nœud du problème, on va certainement évoquer, bah, c'est les bourses scolaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une difficulté majeure, c'est qu'on a un nombre de boursiers qui est en chute libre. C'est à peu près 25% du nombre de boursiers. On est passé, il y a 10 ans, de 25 000, on est environ de 18 000, donc c'est une chute vraiment très importante. Alors, ça n'est pas une chute parce que les gens vont bien et qu'il y a moins de demandes, il y a moins de besoins. Je vous dirais que même les besoins sont peut-être plus importants. Ils partent parce que les bourses, c'est rarement à 100%, il y en a, mais quand vous avez un reste à charge qui fait que vous ne pouvez quand même pas scolariser vos enfants, vous ne prenez pas les bourses. Donc en fait, c'est un non-recours plus qu'un non-besoin. C'est un non-recours, le besoin il est là, on le sait, d'ailleurs l'administration le sait très bien également, et donc, il faut changer aussi de paradigme, parce que quand on fixe des politiques publiques, moi je considère qu'il faut se fixer un objectif de mixité. On dit, on veut qu'il y ait une mixité, on veut qu'il y ait un certain niveau de mixité dans les établissements, on fixe le cap politique au plus haut niveau en disant, je souhaite qu'il y ait tant de pourcentage de mixité dans les établissements, et on évalue cette politique et on donne les moyens qui y sont corrélés. Euh, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, non pas là où c'est quelque chose, on essaye de boucher des trous, on essaye de dire, bon, on met une enveloppe, on voit si ça rentre ou si ça rentre pas, avec des critères qui ne sont pas adaptés, puisqu'elle exclut un grand nombre de familles qui pourtant ont besoin de ces bourses. Souvent classe moyenne, mais c'est même en dessous de la classe moyenne. Hein. C'est pas forcément que la classe, mais la classe moyenne est complètement exclue. Elle ne peut pas mettre ses enfants parce que c'est trop cher et elle ne peut pas accéder aux bourses. Il y a des effets de seuil et il faut revoir complètement la disposition. Je partirais plus de
évaluons les besoins réels et après on regarde les moyens financiers qu'on est prêt à y mettre. Là, on définit une enveloppe que nous-mêmes nous votons, je dirais pas à l'aveugle, mais quasiment chaque année. Plutôt que de partir à l'envers, on dit regardons les besoins, expertisons, faisons une demande, mettons même des paramètres pour le mesurer. Et ensuite, et ce qui est tout à fait légitime, on regarde les moyens qu'on souhaite, que la nation souhaite y consacrer. Ça, c'est des débats légitimes, on voit le niveau. Mais au moins, on ne peut pas ignorer le besoin. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que du coup, se crée, on a parfois des personnes qui connaissent peu nos sujets, qui peuvent être au gouvernement ou au ministre, qui nous disent, bah, écoutez, l'enveloppe n'est pas, quand on raisonne de manière comptable, ils disent l'enveloppe n'est pas utilisée complètement. Donc, elle n'est pas nécessaire à ce niveau-là, donc il faut la diminuer. Sauf que nous, on connaît le terrain, donc on leur explique, elle n'est pas utilisée parce qu'il y a tel et tel et tel problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin. Donc, et donc ça prendrait, à mon avis, une inversion totale de la réflexion pour faire remonter les besoins et ensuite définir une politique publique de bourse scolaire avec d'objectifs de mixité sociale qui soient adaptés à cet objectif qu'on lui assignerait, parce que ça fait partie également de l'ADN pédagogique, éducatif, qui est aussi la spécificité française. Et c'est cette accessibilité vers laquelle il faut tendre et vers laquelle on tend de moins en moins. Hein. Pour le coup, vraiment, je dirais pas plus du tout, mais en tout cas de manière très difficile. Ça reste moins élevé que d'autres, très, 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 très plus compétitif, mais ça augmente de manière très importante et ça devient de moins en moins accessible. Et ça, il faut se reposer la question nous-mêmes sur des fondamentaux. Souhaite-t-on rendre ce réseau accessible, le plus accessible possible à nos compatriotes? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, moi je considère que oui, mais qu'il faut poser à nouveau sur la table. Non, Mais mais tout à fait, même chose. Alors, je veux pas être le seul à réagir non plus. François, tu peux parler là-dessus. Je sais que tu as été beaucoup impliqué sur les bourses, mais j'aurais le même genre de réflexion que la fois d'avant. C'est-à-dire que du point de vue local, je vois exactement la même, la face locale de ce dont tu viens de parler. François, je vois que tu veux réagir, Non, vas-y. c'était juste pour rebondir, mais je crois qu'on parle de choses qu'on connaît et qui existent dans le monde entier. On a vu le phénomène de la baisse du nombre de demandes de bourse affecter le Japon peut-être un peu plus tard que dans d'autres pays, mais maintenant c'est bien arrivé. Cette année en particulier à Kyoto, le nombre de demandeurs de bourse a baissé d'un tiers par rapport à l'année dernière. Et les raisons sont celles que tu dis. Et moi, nous, on voit en tant qu'élus, quand les gens s'adressent à nous, souvent les gens s'adressent à nous quand ils ont des enfants de 0 ans, 1 an, 2 ans et qu'ils envisagent de les mettre à l'école. Et on entend beaucoup plus qu'avant des choix qui ne sont pas des choix positifs, qui sont des choix avec regret de ne pas mettre l'enfant à l'école en raison du manque de visibilité sur le long terme. Je crois que c'est vraiment ça, hein, c'est le fait qu'il y ait des saccades, c'est que le fait que les hausses de frais, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Même si le système des bourses existe, la différence entre être boursier et pas boursier devient tellement vertigineuse qu'on se dit que si jamais une année j'ai pas ma bourse, comment je vais faire? Donc les prix deviennent trop stratosphériques et les gens, je pense, renoncent. Voilà. Donc, Ouais, ben moi, c'est tout à fait pour l'expérience la que j'ai raison eue. qui C'est tout à fait l'expérience que j'ai eue précisée. aussi, non seulement des gens qui n'osent pas s'inscrire, mais même des gens qui sont dans le système, parce que après ça varie énormément d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Mais à Kyoto, on est une zone où il y a beaucoup de gens enfin, qui sont des familles françaises avec une présence de long terme, des familles franco-japonaises, des familles bien installées, bien intégrées dans le pays, qui souhaitent quand même participer à notre réseau. Et parmi ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont même été investis dans l'établissement, qui sont portés bénévoles, etc., il y a des gens qui décrochent en cours de route à dire, voilà, j'ai une bourse qui s'amoindrit, qui s'amoindrit, qui s'amoindrit, alors que les revenus n'augmentent pas et qui finissent par sortir du système, même après une scolarité complète en primaire ou qui se retrouvent poussés à la porte comme ça par une hausse de frais d'un côté, une baisse de bourse de l'autre et une absence de visibilité aussi, ouais, ouais, tout à fait, ça. Et euh, voilà, et je Donc, c'est rebondis peut-être le aussi moment là-dessus. de donner la parole à Christelle, Pardon, François, excuse-moi. parent d'élève au lycée de Tokyo et Oui, qui j'ai pris vient la pour parole témoigner de du ce coup. genre de choses.
Vas-y. Voilà, bonsoir à tous. Oui, donc l'expérience aussi de mon côté en tant que parent d'enfants, 2 enfants scolarisés donc depuis le CP, maintenant en troisième et en cinquième, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et j'ai eu des bourses juste 1 an ou 2 en fait. Et après, je n'ai plus eu de bourse alors que au final, il y avait exactement les mêmes, comment dire, les mêmes conditions. Tout était exactement dans les mêmes conditions et d'une année à l'autre, on n'a plus eu du tout. Donc c'est vrai que ça porte un coût quand même financier énorme. Et en termes de vision, comme Florian vient de le dire, il y a des familles qui sont poussées finalement dehors parce qu'ils ne peuvent plus financièrement assumer les frais de scolarité. Mais en même temps, quand on s'engage dans une scolarité au lycée français depuis le CP, comme je l'ai fait pour mes enfants, il y a un moment où on ne peut plus changer de système. Il ne faut pas oublier ça non plus, c'est que là, on se retrouve vraiment devant un mur parce que il est très difficile. Alors peut-être à la fin du primaire, c'est encore possible de rebasculer dans l'autre système, mais c'est très difficile. Donc c'est vraiment un engagement sur le long terme, sur le très long terme, c'est plus de 10 ans quand même d'engagement dans le lycée. Et du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a de plus en plus de familles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas cette vision-là, du fait des augmentations successives. Et du coup, c'est bien dommage parce que vous en avez parlé tous ici. Ce que l'on cherche, c'est de pouvoir donner l'occasion à nos enfants franco-japonais, comme les miens, de pouvoir justement développer ces 2 identités qui sont extrêmement importantes, cette binationalité, cette biculture, ces 2 langues. Le lycée nous aide énormément à ce niveau-là parce que quand les enfants ne vont pas au lycée, c'est très difficile de maintenir la langue française. Vivant au Japon dans un monde entièrement, un environnement entièrement japonophone. Donc c'est vrai que le lycée est fondamental. Le fondamental à ce niveau-là, au niveau de la langue, au niveau des enseignements qui sont dispensés. Et puis, comme François en parlait aussi, et vous aussi, la mixité sociale qui est extrêmement importante, les échanges, parce qu'il y a plus de 50 nationalités qui se fréquentent quotidiennement au lycée de Tokyo, notamment. Donc, ça permet une ouverture d'esprit, voilà, une tolérance envers d'autres cultures et ça a une ouverture sur le monde incroyable. Et c'est vraiment dommage que certaines familles soient obligées voilà, de renoncer à cela par manque de visibilité justement sur ces différentes, sur le long terme en fait. Et ça, franchement, le lycée, enfin les lycées de Kyoto et de Tokyo, c'est quelque chose voilà, qui devrait être accessible à tous, justement pour pouvoir leur donner tous ces bienfaits. C'est vraiment le minimum pour nous, en fait, en tant que famille binationale, c'est ce que l'on cherche. Et c'est vraiment dommage que d'un point de vue financier, on ait ces augmentations successives qui sont quand même extrêmement importantes. Pour ma part, c'est 40% de plus depuis le début. Donc, c'est une charge énorme sans bourse. Voilà, c'est quelque chose qui pèse énormément au jour le jour. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles dans notre cas. Donc, c'est très important de faire remonter cela aussi et de pouvoir travailler là-dessus. François? Non, merci beaucoup, Christelle. Je pense que ton témoignage est vraiment très précieux et très représentatif d'une grande partie des familles du lycée de Tokyo. Je, je regardais l'heure parce que il nous reste 20 minutes et j'aurais voulu qu'on parle un petit peu aussi des enfants qui sont en dehors des lycées, mais il y a une question qui vient du public, qui est une question technique, mais que je vais te poser parce qu'apparemment, oui, c'est vrai, c'est une question de principe. Nous, on a au lycée français de Tokyo un dispositif un peu particulier parce que c'est un lycée qui était en gestion directe jusqu'en 2005 et qui est devenu en gestion conventionnée, surtout pour des raisons
juridique local pour échapper aux impôts fonciers. Et en fait, c'est toujours l'État qui gère ce lycée, mais le lycée fait partie des lycées conventionnés, mais il est de fait géré par l'AEFE. Et la présidente du conseil d'administration de notre lycée est la présidente générale de l'AEFE. Et alors, est-ce que d'un point de vue juridique, bon, est-ce que d'un point de vue juridique, il n'y a pas conflit d'intérêts ou il n'y a pas une contradiction, tout simplement parce que quand le lycée signe une convention et est en contrat avec l'AEFE, c'est un petit peu comme si c'était la même personne qui se signait un contrat avec elle-même. Donc, la personne qui nous pose cette question dans le public demande quel est ton avis à propos de ça. Oui, tu as raison, je m'en souviens parce que j'y suis allé même. Donc, j'avais pu voir la particularité de cet établissement, effectivement, pour des questions de législation locale. Mais non, tout à fait. Bah, après, les EGD, c'est la même chose, hein. Les EGD, effectivement, c'est piloté directement par l'agence. Et d'ailleurs, il y a une autre, je dirais, inconvénient, c'est que les mesures dont j'ai parlé au mois de décembre, il faut savoir que dans les établissements à gestion directe, et donc là pilotés directement par la présidente, effectivement, ils se sont appliqués directement à partir du mois de janvier. Tandis que les établissements qui sont conventionnés, alors différemment de celui-là, parce qu'effectivement il y a une spécificité, ou partenaires, à l'heure actuelle, il y a des discussions pour trouver un arrangement par rapport aux mesures qui ont été prises. Elles n'ont pas été actées. Et il y a une centaine d'établissements qui n'ont pas signé à l'heure où on parle actuellement, qui sont dans ce cas-là. Et donc, ça crée finalement aussi une distorsion entre ces établissements, parce qu'il y en a, ça s'applique direct, d'autres, ça s'applique pas, on ne sait pas comment, ou il va y avoir des discussions, des partenariats, ça crée une inégalité, une inéquité entre les établissements, ce qui fait que s'il y a encore des augmentations, ça pèsera toujours sur les mêmes types d'établissements. Et, euh, et donc, d'ailleurs, s'ils ne l'ont pas appliqué, c'est parce qu'ils suivent un petit peu les discussions et qu'ils voient qu'il y a des missions et qu'il y a des décisions qui peuvent être, on peut revenir dessus. Ils entendent ça aussi, que le but des missions, c'est aussi éventuellement de revenir sur les décisions, de proposer des alternatives et qu'elles ne s'appliqueront peut-être éventuellement pas. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, je ne le cache pas. Donc effectivement, ils ont raison de penser ça. Mais donc, ce qui fait qu'ils sont dans une forme d'attentisme pour voir qu'est-ce qui va se passer réellement. Est-ce que c'est confirmé, gravé dans le marbre, ou est-ce que on change de braquet et il y a autre chose il y a d'autres choses qui se passent. Donc, il y a ça. Donc, cette spécificité, effectivement, c'est pas une bonne chose parce que pour le coup, elle dirige l'agence. Donc, après une décision, le CA du Paris, le CA, les décisions du CA s'appliquent automatiquement pour cet établissement, effectivement, de fait. Alors après, comment revoir? Il faudrait regarder dans le détail au niveau juridique pour se pencher sur ce cas de figure, effectivement, qui demanderait une évolution. Et, euh, et plus globalement, sur la politique, je voulais juste ajouter 2 points parce que le temps passe assez rapidement. La mission, on parle beaucoup de l'agence, mais on regarde aussi tout ce qui est politique de coopération entre les pays, parce que c'est une avenue qui est peu exploitée, pourtant qui fonctionne avec certains pays. Alors, il y a des pays, on ne peut pas faire des fois des parallèles, hein, il y a des situations très différentes, mais il y a des partenariats avec des pays bien évidemment francophones. Moi-même, je viens du Canada, où les établissements sont financés pour moitié par le Québec, avec d'ailleurs des obligations de frais de scolarité capées, qui sont les plus basses, je dirais pas d'Amérique du Nord, voire même de pays d'Asie, vraiment très très bas. Ça doit tourner, pour vous donner une idée, autour de 5 000 $, ce qui est très bas pour là-bas, puisque c'est souvent 30 ou 40 000. Et, euh, et donc, il y a aussi ça au Luxembourg, où c'est 75%. Il y a même des pays nordiques où c'est le cas. Ce pas des pays francophones, hein. Il y a plein de pays qui ne sont pas francophones, parce que ça fait partie d'une politique de coopération. Dans les politiques de coopération, il y a des échanges, il y a des participations financières. Quand il y a des rapprochements, le président de la République est venu d'ailleurs au Japon il y a peu de temps. C'est des choses qui peuvent totalement se discuter dans des cadres de ce type-là, avec d'ailleurs des contreparties au sein même de notre pays, hein, par rapport à des politiques publiques ou des financements par rapport à des établissements. Parce qu'il faut savoir que la France elle-même finance les établissements privés sur son sol, qui doivent être bien évidemment une forme d'homologation, hein, c'est sous contrat, mais c'est la hauteur de 18 milliards par an. Là, on parle d'une subvention publique qui est donnée à hauteur de 450 millions. Donc, vous voyez le parallèle. Et donc, c'est un financement d'argent public pour des établissements privés sur notre propre sol. Et donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont sous-exploités, qui sont des missions d'ordre diplomatique, mais
les personnes qui dirigent l'agence sont des diplomates aussi. Donc il faut que ça soit beaucoup plus développé, parce qu'il faut utiliser cette volonté de coopération. Parce que ça existe, il y a des choses qui se font même aux États-Unis, où il y a des classes bilingues dans les systèmes publics. Je ne parle pas là de notre réseau, en plus, c'est dans les systèmes publics locaux. Donc il y a tout ce pan. Nous pourrions très bien mettre à disposition des enseignants aussi pour aller dans des établissements publics. C'est des choses qui se sont faites pendant de très grands nombres d'années. Et ça, il faut ouvrir tous les champs possibles parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas avoir un établissement en bas de chez soi, techniquement, ou qu'on réside dans le monde, c'est très compliqué. Il y en a un peu plus de 600, c'est impossible. Mais il faut qu'il y ait une pluralité d'offres en fonction des choix, et je dis bien des choix de chacun, qu'il y ait une possibilité d'avoir une offre alternative pour les choix de vie que nous faisons. Il y a des gens qui font le choix de vie tout à fait honorable, de le mettre dans le système local avec de toute façon toujours cette recherche d'avoir du français à côté. C'est là où il y a des programmes qui existent comme Flamme, on pourrait en parler également, qui pourraient également être beaucoup plus financés, connus et poussés politiquement à une échelle plus grande. Et puis il y a aussi les politiques de coopération qui sont à côté dans les systèmes publics locaux ou privés, qui sont peut-être aussi une impensée ou pas suffisamment poussée. Voilà. Je voulais juste ajouter ces quelques éléments en complément de la discussion sur l'agence, parce que notre mission essaye de voir plus large aussi que juste l'agence, même si c'est au cœur, bien évidemment, parce qu'il y a des difficultés particulières sur lesquelles nous sommes revenus ce soir. Merci beaucoup, Yann. Je crois que Florian voulait ajouter quelque chose. Oui, Florian. on a commencé à changer un petit peu de sujet, mais il y avait un point complémentaire que je voulais mentionner aussi sur le sujet notamment des bourses, parce que là on voit à travers les échanges qu'on a que effectivement le relais local auquel peuvent servir les élus locaux tels que les conseillers des Français de l'étranger pour bien centraliser l'information vers les parlementaires, c'est un rôle très important. Tout ce dont on parle, voilà, ça vient d'un échange, mais il y a aussi une action plus directe locale que les conseillers des Français de l'étranger peuvent avoir dans le contexte des bourses, puisque puisque nous avons les conseils consulaires dans lesquels les bourses sont décidées. Et là, c'est un rôle qui peut vraiment changer les choses pour les gens, et à plusieurs titres. Déjà, les dossiers de bourse sont discutés de manière individuelle, chaque cas est pris un par un, et c'est l'occasion soit pour les familles gestionnaires des établissements, mais aussi pour les conseillers des Français de l'étranger, de venir défendre les cas qui avaient été mal perçus, de sauver des lourdeurs administratives, parce que c'est pas rare qu'il y ait des erreurs de traitement dans les dossiers et des familles qui soient privées de choses auxquelles elles auraient droit. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui remarque l'erreur et qui défende le cas. Et en théorie, ça peut être les conseillers des Français de l'étranger. Et moi, en tant que directeur de conseil d'administration, de président de conseil d'administration d'établissement, j'avais l'occasion de le faire. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'ai fait la connaissance de François, parce que c'est un sujet sur lequel il était particulièrement actif. Et je pense que tous les gens qui ont eu l'occasion de travailler avec François ont bien eu l'occasion de voir que c'est quelqu'un qui prend le temps de s'occuper des gens un par un et de défendre tous les dossiers. Et à chaque année, quand on arrive à obtenir une, deux, trois bourses de plus, 10 ou 15% à une famille ou à une autre, on sait que ça change la vie des gens et que ça vaut le coup de ces efforts. Mais il y a aussi des actions collectives qui peuvent avoir lieu dans ce contexte-là. Je me rappelle il y a quelques années aussi, d'un seul coup, sans rien annoncer, les barèmes qui nous sont appliqués localement avaient été changés et certains impôts sur le revenu japonais n'étaient plus pris en compte. Et donc, artificiellement, les revenus de tout le monde avaient été considérés comme ayant été augmentés et du coup, les bourses chutaient d'autant. Et je me souviens que c'est François qui avait un petit peu mené la bataille sur ce sujet-là pour rétablir la reconnaissance normale des impôts japonais pour être pris en compte comme il se doit et pour améliorer les taux de prise en charge des bourses. Et ça, voilà, ça avait été un exemple d'action locale. Dans beaucoup de contextes, les conseillers sont des relais, des écoutes, voilà, le sens conseil au sens propre du terme. Mais justement, sur les bourses, c'est un moment où on a parfois une capacité d'action, de défense des droits de nos concitoyens qui est, à mon avis, vraiment importante. Et je voulais vraiment saluer le travail de François sur ce sujet parce que euh, j'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre et il se remue sur ces choses-là. Merci, Florian. Je pense qu'il faut qu'on parle d'autre chose. Oui, Et mais il y a un contexte aussi. merci, oui. Euh, par rapport Yann, tu avais commencé à aborder ce sujet, c'est effectivement la mission, si j'ai bien compris, concerne essentiellement la UFE, mais vous pouvez pas, comme tu viens de dire, vous pouvez pas ne pas regarder ce qui se passe ailleurs.
Tu as parlé du rôle des coopérations et c'est vrai qu'au Japon, on n'a pas encore vu d'effet, sachant. Donc, on a fait le conseil consulaire. Quatre conseillers des Français et l'étranger du Japon ont organisé une grande enquête sur l'éducation l'année dernière, qui a eu un assez grand succès, puisqu'il y a eu plus de 500 personnes qui ont répondu. On a pu faire une synthèse. On a pu confirmer des choses dont on se doutait un petit peu, en particulier que large, alors, il y a toujours une polémique sur le chiffre exact, mais largement plus de la moitié des enfants français au Japon ne sont pas dans les écoles françaises. Peut-être que c'est pas loin des deux tiers ou des trois quarts, mais c'est pas. On aurait pu penser que c'était par souhait que les enfants aient une bonne éducation japonaise, mais dans la majorité des cas, non, les familles répondent qu'elles auraient aimé que l'enfant ait soit une scolarité française, soit au moins puisse maîtriser la langue française, mais que il n'y a pas de moyens. Donc, les classes bilingues dont tu parles, qui ont des exemples dans d'autres pays, y compris des pays pas franco, des pays qui sont éloignés de la langue française, comme les pays nordiques par exemple, pourrait être un exemple. Et c'est une piste effectivement qui n'est pas du tout actuellement étudiée, enfin explorée au Japon et qui mériterait d'être explorée davantage. On a J'avais une question sur les bourses. Non, mais non. Voilà, non, je voulais dire, est-ce que dans cette mission, dans le travail que tu es en train de faire, quelle est tu as évoqué les flammes. Est-ce que c'est quelque chose? Alors, j'ai compris que c'est pas central, mais il y a des efforts qui sont faits là-dessus. Est-ce qu'il y a des perspectives un peu plus précises? Ouais, tu as raison d'en parler parce que c'est un programme pour le coup, qui est intégré au budget de l'agence. Nous, on ne vote pas le budget des flammes, parce que c'est un programme qui est intégré dans le budget de l'agence, qui elle-même arbitre au niveau de son argent et arbitre souvent le budget à la baisse de celui des flammes. Pour vous donner une idée, 450 millions d'euros, donc environ pour la UFE, le budget des flammes, c'est 500 000 euros. Ça a été 1 million au moment de la pandémie. Donc 500 000 sur 450 millions, alors que ça s'adresse à beaucoup de familles et que c'est un coût donc faible. Ça repose exclusivement sur le bénévolat des familles qui se mettent en groupe pour pouvoir donner ce qu'on peut appeler comme des cours du samedi, pour pouvoir avoir des conversations en français pour leurs enfants qui sont dans le système local. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement fonctionne, où il y a une demande également, et qui pourrait être porté de manière beaucoup plus forte. Alors j'avais fait un rapport, parce que je préside aussi le groupe d'études sur la francophonie, j'avais fait un rapport en 2024 à l'occasion du sommet de la francophonie, où j'avais proposé, je continue à proposer et je le proposerai à nouveau, c'est que ce programme devienne un programme qui soit retiré de l'Agence de l'enseignement français de l'étranger dans un premier temps, qui soit un programme à part entière, qui soit financé sur le budget de l'État que nous votons, déjà pour qu'il soit visible, parce qu'il n'est même pas visible, hein. Nos postes diplomatiques et consulaires n'en font pas forcément la promotion, la publicité auprès de nos ressortissants. Donc il faut qu'il y ait une véritable politique qui soit associée pour que ça monte en charge. Et encore plus haut, dans le sens où il faudrait que ça soit un programme francophone de l'Organisation internationale de la francophonie pilote et en face un programme à part entière francophone, puisque la plupart du temps, dans ces programmes flammes, ce sont des francophones qui sont de tous les pays. Ce ne sont pas que des Français. D'ailleurs, notre réseau, pareil, hein. Et donc, il y a des pays qui eux-mêmes n'ont pas forcément des politiques ou alors assez invisibles en termes de financement de politique de la francophonie ou de programmes. Et nous, on a quelque chose qui marche, qu'on peut mettre au bénéfice et qui est déjà au bénéfice de leurs ressortissants. Et certains pays qui ont des capacités financières importantes seraient en capacité de porter un financement pour déployer plus fortement ce type de programme à l'échelle justement de la planète, pour le faire connaître, pour qu'il soit visible, un programme à part entière. Donc il y a une avenue à ce niveau-là. Moi, je considère que la francophonie doit, pour qu'elle existe, il faut qu'elle existe dans le concret, à travers des programmes et à travers des politiques publiques qui sont visibles et à l'échelle de la planète. Et donc ça, c'est typiquement un exemple qui fonctionne, qu'on prend et qu'on porterait pour lui donner une portée beaucoup plus importante partout dans le monde. Et surtout que ça ne repose pas exclusivement sur le bénévolat, justement, parce que la Ouais. dotation financière permettrait de monter en gamme pour les enseignants, pour la prise en charge des familles, d'ailleurs aussi, parce que ça coûte pas trop cher, mais ça pourrait être encore plus accessible. Donc, ça serait ça, c'est ça la volonté qui est derrière et que je compte reproposer à l'occasion de la mission.
Merci. Il y a une autre question du public, ce qui nous fait revenir un petit peu en arrière sur les bourses, mais aussi en même temps c'est intéressant parce que ça parle du rôle des élus locaux par rapport des élus locaux comme échelon. Il y a eu l'année dernière pas mal d'efforts consacrés aux assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Et parmi les travaux des assises, parmi ces conclusions, il y a des conclusions et des propositions sur les bourses scolaires qui sont en un rapport avec 12 propositions de réformes qui ont été synthétisées par l'Assemblée des Français de l'étranger et une série de résultats de travail plus techniques sur l'instruction. Et simplement, il avait été dit que euh, ce résultat du travail des assises a été remis à la CNB, donc à la Commission nationale des bourses. Et est-ce qu'il a été remis aussi aux parlementaires? Est-ce que tu l'as reçu, par exemple? Alors, mieux que ça, même j'y ai même participé à ces assises en tant Oui, que d'accord. parlementaire, Je lis la puisqu'on question du public. on pouvait faire également des contributions. Et j'en ai fait, et puis je l'ai lu avec beaucoup d'attention, comme tous les travaux de nos élus. Et d'ailleurs, dans le cadre de la mission qu'on mène, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai également demandé, et ça a été envoyé à tous les élus dans le monde, une consultation pour faire remonter vos sujets spécifiques, vos problématiques spécifiques. Et je sais que François, avec qui je travaille régulièrement, me fait remonter des notes, des éléments très détaillés sur les sujets qui vous sont spécifiques. Puis j'étais venu aussi directement sur place pour échanger d'ailleurs sur tous ces sujets-là. Et donc, j'en profite pour vous faire passer un petit message parce que il y a pas, c'est pas pour rien qu'il y a une temporisation au niveau des prises de décision sur l'Agence de l'enseignement français de l'étranger, parce qu'il y a également des élections qui vont se dérouler. Et je vous le dis d'autant plus parce que les moments électoraux sont les moments où on donne une direction, la direction que nous souhaitons. Et en tant que Français établis hors de France, on a cette chance qui n'est pas donné à tous les ressortissants dans le monde des autres pays, c'est de pouvoir élire des conseillers qui en nous représentent au niveau local, des parlementaires, et donc on a un mot à dire sur les politiques publiques que nous souhaitons avoir en tant que Français établis hors de France, puisque nous payons également des impôts pour un grand nombre d'entre nous. Et donc, c'est l'occasion aussi d'envoyer un message, une direction. Si vous n'êtes pas satisfait et si vous êtes en accord avec ce qui a été partagé, la vision qui est souhaitée pour l'enseignement des Français de l'étranger, eh ben, il faut l'exprimer dans l'urne à travers la liste notamment engagée au Japon, qui est menée par François avec Florian, Christelle, Marie-France. Et ça, c'est l'occasion d'envoyer un message clair sur qu'est-ce qu'on souhaite de notre éducation française à l'étranger, au niveau de la mixité sociale, son accessibilité. Et ça, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour peser dans le débat qu'il y aura après, par la suite, sur les orientations. On ne pourra pas prendre en compte ce que souhaitent nos compatriotes établis hors de France. Merci Yann. Je pense que ça peut être la conclusion de ce webinaire, d'avoir montré l'enjeu extrêmement grand en réalité de l'élection consulaire qui va se dérouler à partir du 22 mai par Internet et le 31 mai à l'urne. Merci infiniment d'avoir accepté de passer cette heure avec nous et avec les Français du Japon qui ont participé dans le public. Merci à tous et toutes d'avoir participé. Et bah, nous restons en contact de toute façon pour les différentes choses qui concernent le Japon. Absolument. Mer- Merci Merci beaucoup. à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci. Bonsoir à soirée. toutes et Merci. tous. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.